Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition vieille de plus de 10 années de Régis Debray d'enseigner le fait religieux. Et qu'il faut prendre ça très au sérieux. Je veux dire, c'est pas seulement de montrer qu'il y a une pluralité de religions et de façons d'envisager le salut, ce qui est déjà très intéressant, qui est déjà une leçon de relativisme. C'est pas seulement aussi de montrer, ou plutôt, c'est de montrer d'abord aussi l'universalité. C'est-à-dire que dès la préhistoire, il y a des croyances en une vie après la mort, etc. Et que dans la civilisation techniquement et scientifiquement la plus évoluée, comme les États-Unis, la religion joue un très grand rôle. Et je pense qu'il faut faire une anthropologie de la religion. Parce que quand je dis anthropologie dans le sens science totale de l'homme, parce que c'est vrai de l'homme préhistorique et c'est vrai de l'homo americanus. Et ça veut dire quoi? C'est une chose que Marx avait dit, il avait dit c'est le soupir de la créature malheureuse, mais c'est beaucoup plus. Ça veut dire, et l'exemple de l'Amérique nous le montre, que l'homme a beau être très fort techniquement dans son pouvoir sur les choses et sur le monde, il est faible, infirme devant la mort, devant le malheur, devant la souffrance. Et la religion, c'est cette faiblesse qui est touché, et plus on sera fort techniquement, comme le montrent les États-Unis, eh bien, plus aussi il y aura cette faiblesse qui sera évidente. Donc je pense que c'est très important d'étudier la religion, et pas seulement une description et quelque chose. Deuxièmement, et c'est une proposition que j'ai faite dans pas mal de mes travaux, mais dans mon dernier livre sur l'éducation, l'histoire de France. Il ne s'agit pas de modifier l'histoire de France. Mais il s'agit de l'accès. Qu'est-ce que c'est que la France? La France est un pays qui s'est fait nation à partir de peuples complètement hétérogènes, ayant chacune sa culture et ses langues, les Basques, les Alsaciens, les Bretons, les Auvergnats, etc., etc. Au cours des siècles, la France a unifié et elle a provincialisé ses peuples. Elle est devenue une, notamment avec la République, et elle a pris un caractère très intéressant, notamment à la fête de la Fédération de 1790, où les représentants des provinces venaient pour dire « nous voulons faire partie de la grande nation », c'est-à-dire que l'idée de France, à l'opposé de l'idée d'Allemagne fondée sur le sang, est fondée sur l'idée d'esprit commun et de volonté. Si on montre à tous ces gamins, parce que si on leur raconte l'histoire du point de vue d'une nation qui les a colonisés uniquement et dont ils étaient indépendants, si on leur dit la France c'est uniquement Jeanne d'Arc, ils s'en foutent. Mais si on leur dit que la France est une chose qui s'est continuée dans sa multiculturalité par l'intégration, cette fois non plus de provinces, mais d'émigrés qui sont venus, alors à ce moment-là, la France continue avec une mutation, sa vocation, à condition qu'elle reste une. Et quand j'en ai parlé à François Hollande, qui était candidat, je lui ai dit il faut mettre dans la Constitution ça. D'ailleurs, c'est dans la Constitution brésilienne, c'est dans la Constitution marocaine. Quoi ça? Qu'est-ce qui est dans la Constitution brésilienne et marocaine? Oui. Qu'est-ce qui est? Quel est le mot qui est? Ils disent que leur nation est multiculturelle. C'est-à-dire, les Marocains, c'est les Amaziques, enfin les Berbères, c'est même potentiellement les Juifs, les chrétiens, etc. Ce que vous proposez, c'est l'enseignement d'un nouveau roman national, une réécriture. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas le Maroc, on n'est pas le Brésil, on a une histoire, mais c'est pas le nouveau roman national, c'est le vrai roman national qui est complètement occulté. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante. Et d'autre part, à propos, justement, encore, je reviens à la religion. Et je reviens à l'idée d'anthropologie, je parle dans le sens ancien allemand, une science de l'homme. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on nous a enseigné que l'homo était sapiens, que l'homo était faber, que l'homo était economicus, mais on n'a pas non seulement enseigné que l'homo était aussi démince, c'est-à-dire capable de folie et de délire, pas seulement dans les asiles de fous, mais dans la vie quotidienne, dans le moment, et dans les vies politiques. Mais on n'a pas enseigné qu'à côté de l'homo faber, de l'homo technique, il y a l'homme mystique et religieux et mythologique, et que ça fait partie de la nature humaine, cette dualité, comme entre la raison et la déraison. Et alors, à ce moment-là,
on se rend compte de la profondeur et on se rend compte aussi que nous avons besoin de la rationalité, mais aussi de connaître les limites de la rationalité. Et j'en viens à un dernier point, qui est de la laïcité. La laïcité du début du XXe siècle, telle qu'elle était enseignée par nos instituteurs de campagne, à l'époque où la France était rurale à 60%, telle qu'elle était enseignée dans l'enseignement secondaire en l'époque, telle que l'enseignaient aussi les partis socialistes, les partis communistes avec cette idée d'universalisme et de fraternité. La laïcité, c'était quoi? C'était l'idée que raison, démocratie, progrès, science, tout ceci, c'était aller ensemble, que l'un favorisait l'autre, qu'on allait, et que le progrès était une loi historique, comme l'avait dit Condorcet. Il y avait cette sorte d'optimisme, volontarisme merveilleux, surtout à une époque où l'ennemi était visible, c'était la coalition de la réaction, de l'aristocratie et du clergé. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement que la religion catholique est devenue, elle a beaucoup évolué, mais il y a le fait qu'aujourd'hui, on sait que le progrès n'est pas une loi de l'histoire, que ça dépend de la volonté de la conscience des gens et des peuples. On sait aujourd'hui que la raison peut être pervertie. Il y a eu quand même la raison instrumentale telle que l'on dénonçait à Adorno et Horkheimer. On sait très bien que la démocratie peut être capable de décadence et de pourrissement. On ne peut plus raconter tout ça. Il faut dire autre chose. Il faut revenir aux sources de la laïcité, qui sont la Renaissance. Qu'est-ce que c'est la Renaissance? C'est la problématisation. Ils ont problématisé Dieu, la nature, la vie, tout. Qu'est-ce que c'est? La laïcité, c'est de problématiser et de montrer aussi qu'on ne peut pas se passer de la raison, mais que la raison ne veut pas tout comprendre comme le veut le rationalisme. Il faut être rationnel et non pas rationnel. Donc il y a une mutation, et ça, actuellement, ni nos dirigeants, ni nos enseignants ne le savent, parce qu'ils ont vécu dans le ronron, etc. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut une réforme en profondeur, mais dont les effets mettront du temps à se faire. Parce que ça a été dit, il faut réformer les formateurs, il faut rééduquer les éducateurs. Là, ils ont dit, Hollande a dit qu'on va faire des formateurs nouveaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont former? Est-ce que c'est toujours dans l'esprit disciplinaire où les disciplines sont closes et tout est fragmenté? Il y a aussi une chose qu'il faut enseigner, parce qu'en même temps que vous enseignez les religions, il faut enseigner le problème de l'erreur et de l'illusion. Mais c'est un problème que notre connaissance, à partir de la perception, est une traduction et une reconstruction de la réalité. Donc, on risque toujours l'erreur. Traditore. Donc, l'illusion et l'erreur accompagnent l'espèce humaine. Si on n'enseigne pas un peu de vigilance là-dessus, eh bien, on favorise. D'ailleurs, dans le fond, nous, on est persuadés qu'au XXe siècle, ils sont tous trompés. Ils ont été communistes, maoïstes, stalinistes, nazistes. Et aujourd'hui, on est dans la scientificité avec le néolibéralisme. On est dans la vérité avec un cosmopolitisme abstrait. Ou au contraire, un nationalisme étroit. Je pense que quand même, il y a le problème fondamental de l'erreur et de l'illusion. Et c'est ça qui peut aujourd'hui... mais pas aujourd'hui, si on fait l'effort, qui peut changer les mentalités, et pas seulement de ces enfants issus des migrations à 3e degré, à 3e génération, mais chez tous les autres. On est condamné par notre système d'enseignement qui n'enseigne ni les problèmes fondamentaux qui sont évidemment polydisciplinaires, qui n'enseignent ni le problème de l'erreur et de l'illusion, qui n'enseignent pas, ce qui est très important aussi pour tous ces gens d'origines différentes, la compréhension humaine. Tu connais dans mon livre les 7 savoirs, je dis qu'il faut un des savoirs essentiels, c'est comprendre autrui, comprendre que l'autre est différent et semblable à soi, qu'il a les mêmes capacités de souffrance et d'amour, et en même temps qu'il a ses singularités. Donc, si tu veux, il y a une réforme fondamentale à faire, et si on est dans le blabla habituel, on n'en sortira jamais. En cherchant l'autre, on se trouve soi-même. Justement, est-ce que l'enseignement, parce que là c'est un discours de la méthode, mais c'est aussi un discours de l'enseignement.
Donc, Prenez votre temps. J'entends ces différentes propositions en faveur d'une réforme de l'enseignement. À la fois, je m'y retrouve et je ne m'y retrouve pas du tout. Je m'y retrouve parce qu'évidemment, je suis historienne, donc j'ai envie de faire passer quelque chose de la recherche historique sur l'islam, sur la France, sur l'Europe, qui fait bouger notre façon de voir les choses. J'ai envie notamment de faire entrer dans les programmes cette idée que les musulmans sont présents en Europe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un apport séculaire. Un islam européen. Un islam européen, un islam discret, certes, mais un apport continu de populations musulmanes à la constitution des sociétés de l'Europe occidentale. Et donc ça change complètement la perspective, cette idée qu'on serait aujourd'hui confronté au problème de l'islam parce que c'est récent, que c'est quelque chose qui vient trop brusquement et que la France tout armée n'est pas préparée finalement à intégrer à la fois l'islam et les musulmans. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire en matière de reformulation des programmes, tout comme il faut sortir de cet éternel schéma d'un islam qui connaît un apogée au Moyen-Âge, puis un déclin par la suite jusqu'à la colonisation. Ça, ce sont des modèles historiques qui sont en train d'être remis en question et je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de gens d'avoir une vision disons, plus positive, moins heurtée de l'histoire de l'islam. Donc je suis pour, et je suis pour aussi qu'on ait une perspective beaucoup plus mondiale en matière de manuels scolaires, beaucoup plus d'ouverture à d'autres histoires et à d'autres mondes. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une forme de consensus aujourd'hui pour mettre beaucoup de choses sur le dos de l'école. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd, c'est lourd pour les enseignants, c'est lourd pour les élèves. Il y a une forme j'allais dire, de criminalisation potentielle. Enfin, on essaye de repérer la déviation, l'adolescent prêt à partir en vrille. Et il me semble que c'est beaucoup de pression et qu'il y a un risque à tout interpréter en termes, finalement, d'inculcation de valeurs, de pédagogie. Je pense en effet que le mal, si mal il y a, il est de toute façon plus profond, il est ailleurs et il est dans le rapport de la France et sans doute de l'Europe de manière plus générale, non pas seulement aux religions et au sacré, mais spécifiquement à l'islam, à la religion musulmane. Je pense que là, il y a véritablement un nœud, un verrou, et ce n'est pas un hasard si la crise de l'islam en France, elle a commencé justement avec cette institution qui incarne le cœur de la République, c'est-à-dire l'école. Elle a commencé avec la crise du voile en 90, c'est-à-dire qu'elle commence quand les musulmans cessent d'accepter finalement de pratiquer de manière discrète, se mettent à refuser l'islam des caves, pour reprendre la formule qu'on connaît tous, refuse finalement de raser les murs pour dire nous sommes français, nous sommes musulmans. Pas l'un sans l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, les deux à la fois. Et c'est ça qui ne passe pas. C'est ça qui fait toujours problème. Mais ça passe désormais pour nos compatriotes juifs, français et juifs, français. Il y a toutes sortes de façons d'être français, non ? Tout à fait. Comme il y a toutes sortes de façons d'être musulman, d'ailleurs. Absolument. Il y a plusieurs islams déjà en France, et il n'y a pas d'un côté le vrai islam. Alors, je pense que c'est quelque chose de très profond et qu'il faut s'interroger sur le fait que derrière cet étendard de laïcité que brandit la France, et à juste titre, parce que c'est une charte nationale, la laïcité en France, il me semble que derrière cette revendication de laïcité, il y a souvent, en fait, des rémanences, des réminiscences de la polémique chrétienne anti-musulmane qui date du Moyen-Âge. Moi, ça me frappe à chaque fois de voir les arguments islamophobes qui reprennent presque mot pour mot, parfois, des thèmes de cette polémique médiévale. Par exemple, dans les caricatures, le fait de dessiner le prophète en chien, comme l'a fait un caricaturiste suédois en 2007, le fait d'être obsédé par la libido du prophète et par la polygamie. Enfin, il y a toutes sortes d'arguments qui, me semble-t-il, renvoient à quelque chose de très profond et renvoient à une place structurelle de l'islam qui est une place du dehors. Excusez-moi de vous interrompre, vous pensez que c'est particulier? Parce que quand je vous entends dire ça, en même temps je suis d'accord avec vous, et je me dis, mais mon Dieu, alors le surréalisme français, les curés et les bonnes sœurs, Sade, le 18
XVIIIe siècle, C'était la religion majoritaire. Mais alors? Dominante. Mais alors? Est-ce qu'il y a une différence d'essence, là, pour vous, de traitement? Quand on disait « notre collaborateur André Breton en train d'insulter un prêtre dans la rue ». C'était pas Breton, c'était Pérec. Merci. Vous voyez, vous faites votre boulot d'intellectuel, en fait. Breton n'aurait pas. Mais d'accord. Non, moi je vais avoir votre réponse. Tu auras ta réponse et je compléterai une autre question. De toute façon, le débat franco-français autour de la question de la religion, on le voit bien avec le débat sur l'école libre 1984. À un moment, ça disparaît et l'islam tient le cœur de toutes les polémiques autour de la question de la laïcité. Il y a eu une substitution de l'islam à finalement ce qui était le cœur du débat, c'est-à-dire les curés, grosso modo. Et c'est pour ça peut-être que Charlie Hebdo fait problème pour les musulmans qui ne peuvent pas s'y reconnaître. Ce n'est pas parce que l'islam ne reconnaît pas le blasphème. Il y a dans les sociétés musulmanes, il y a toute une tradition de l'humour blasphématoire et ni Dieu ni les prophètes n'y échappent. Il y a une tradition de poésie du blasphème également. On pourrait reconstituer cette histoire, mais il se trouve qu'on est dans une géopolitique et de longue date, depuis, je dirais au moins les périodes du nationalisme émergent, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On est dans une période où tout cela se crispe, au moins dans cette tension avec l'Occident. Je voulais juste que vous reveniez sur un point qui m'a à la fois surpris et intéressé, puisque vous disiez ce nœud, vous le faisiez remonter en tant qu'historienne sur la longue durée, aux préjugés, au fond, dans l'affrontement Orient-Occident chrétien, il y a très longtemps, vis-à-vis de l'islam. Comme nous sommes dans un moment de crise de notre modernité, dans un moment de transition, quand on analyse le surgissement de l'antisémitisme moderne, on dit très souvent l'antisémitisme moderne est devenu un nouvel objet sur fond d'anti-judaïsme chrétien, le peuple déicide. Est-ce que, mutatis mutandis, vous diriez la même chose? Est-ce que le surgissement d'une certaine forme d'islamophobie moderne a comme moteur un vieux fond de préjugés chrétiens? Je le crains. Je le crains parce que je pense qu'il y a une part d'irrationnel dans les réactions qu'on observe. Il y a un moment où on ne pense plus avec la tête, clairement. On ne peut pas comprendre les choses autrement. Mais cela dit, la place du judaïsme et la place de l'islam, justement, n'est pas du tout la même tout au long de cette histoire. C'est-à-dire que, c'est comme ça qu'il me semble que se construisent les choses. Malgré tout, le judaïsme est une histoire de l'intérieur, occupe une place de l'intérieur. Il est honni, persécuté, tout ce qu'on veut au cours de l'histoire, mais il est du dedans. Alors que l'islam, sur un plan théologique, prétend dépasser le christianisme, et c'est une place de l'extérieur qu'il occupe.